Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, dite session des lois. Les députés ont examiné en séance plénière 4 projets de loi de ratification. Précision Hamsatou Mahamadou et Baroukouba. 4 projets de loi ont été examinés par les députés. Le premier est relatif à la loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 à New York et signée par le Niger le 6 février 2007. Cette convention entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux pour la protection des droits de l'homme. Après examen article par article, la plénière a adopté ce projet avec 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi soumis à l'examen porte sur la loi autorisant la ratification de l'accord portant constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC, adopté le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal. La CAFAC est une institution spécialisée de l'Union africaine chargée des questions d'aviation civile en Afrique. Elle a pour entre autres objectifs de coordonner les questions d'aviation civile internationale OACI et autres organismes chargés de la promotion et du développement de l'aviation civile en Afrique. La plénière, après examen de cette loi, l'a adoptée avec 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le troisième projet de loi de ratification porte sur le traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC. Il ressort de la présentation du rapport par la Commission des affaires étrangères, commission saisie au fond, que ce projet de loi entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux prévus à l'article 169 de la Constitution. De la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Ainsi, ce projet de loi a été adopté avec 119 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le quatrième projet concerne la loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes adopté le 2 avril 2013 à New York. Le traité sur le commerce des armes est le fruit de plusieurs années de négociations et a pour objectif d'instituer les normes les plus strictes possibles aux fins de réglementer et d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques, de prévenir, d'éliminer et d'empêcher le détournement de ces armes. Ce projet de loi a été adopté avec 81 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À l'issue de l'adoption de ces 4 projets de loi, la commissaire du gouvernement a remercié les députés pour leur attachement aux intérêts du pays. Avec tous ces avantages que présentent les instruments dont vous venez d'autoriser la ratification pour notre pays, je ne pourrai au terme de mon intervention que vous remercier au nom du gouvernement pour votre soutien à l'action gouvernementale et pour votre attachement à l'intérêt de notre pays, le Niger. Ces 4 projets ainsi votés permettront à notre pays d'avoir des instruments juridiques efficaces. Audience au cabinet du Premier ministre, Brigitte Raffini s'est entretenue avec une délégation de la Banque mondiale et celle du Fonds monétaire international FMI. Le 5 mai dernier, le Premier ministre Brigitte Raffini a conduit une mission conjointe gouvernement partenaire humanitaire à Difa et Ningimi. La délégation est allée s'enquérir de la situation des déplacés du lac Tchad afin de mettre en place une stratégie pour les assister et les protéger. Suite à cela, une réunion de synthèse s'est tenue cet après-midi sous la présidence du Premier ministre et en présence des partenaires. La synthèse a porté essentiellement sur 2 points, à savoir la situation des déplacés et le point sur la gestion humanitaire dans la région de Difa d'une manière générale. Brigitte Raffini. S'agissant du premier aspect, le déplacement des populations habitant les îles nigériennes du lac Tchad, effectivement, suite à l'attaque de Boko Haram sur Karamga en date du 30 avril,
et suite à d'autres attaques sur des villages environnants et d'autres îles, le gouvernement a jugé utile et impérieux de demander aux populations de ces îles de quitter ces endroits très enclavés et qui les exposaient au danger réel, un danger avéré que constituait la secte Boko Haram, qui désormais a décidé de s'établir dans le lac compte tenu de la pression qui s'exerce sur elle par les différentes forces coalisées. Donc voilà le fondement de la décision du gouvernement. 5 jours ont été donnés à ces populations pour leur permettre de se déplacer selon les moyens de bord. Il s'agissait d'une situation d'urgence parce que rester dans ces îles pour les populations pendant que persiste ce phénomène Boko Haram constitue un véritable péril pour elles. C'est pourquoi nous avons préféré leur demander de quitter les lieux. Mais c'est vrai qu'au regard de l'urgence et des délais assez courts, les populations elles-mêmes, en vérité, avaient amorcé les déplacements. Beaucoup avaient déjà quitté ces îles avant même la décision du gouvernement. Alors la décision du gouvernement est venue accélérer le mouvement de dépeuplement de ces îles. Il se trouve que, et nous l'avons reconnu, nous l'avons constaté sur le terrain, que ces déplacements ont été à la fois massifs et c'est arrivé à la fois. Donc les personnes sont arrivées en même temps. On a constaté un engorgement, et plus particulièrement en Guigmi, où nous avons été. La situation est presque similaire à Bosso, selon les informations dont nous disposons, mais de moindre importance à Difa, puisque là nous avons affaire à des populations de passage qui proviennent des zones de Bosso et de Guigmi, mais qui ont décidé volontairement de rejoindre leur pays d'origine. Au total, nous avons comme information des effectifs allant de 12 700 en Guigmi à 13 000 à Bosso. Ça, c'est les estimations les plus proches de la réalité, parce qu'il fallait en très peu de temps faire l'identification, faire les enregistrements, ce qui est difficile. Mais globalement, nous avons 25 700 personnes au niveau des deux sites, Bosso et Guigmi. Ceux qui sont dans le camp de transit de Difa et qui sont de passage en vérité ont atteint 6 000 personnes à la date de notre arrivée. Mais c'est des situations qui évoluent tous les jours, parce que même en Guigmi, nous avons trouvé beaucoup de personnes en attente d'être acheminées sur le Nigeria en particulier. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les populations de ces îles sont constituées à plus de 3/4 des ressortissants des pays voisins, et notamment du Nigeria. Donc, ces personnes déplacées ne sont pas appelées à rester toutes en Guigmi ou à Bosso. Et elles l'ont d'ailleurs exprimé. Alors, sur le terrain, nous avons également constaté, comme je le disais, des insuffisances au niveau de l'organisation, au niveau de l'accueil, au niveau des conditions de vie de ces populations. Mais des engagements ont été pris immédiatement, des instructions ont été données pour améliorer cette situation. En particulier en Guigmi, des efforts sont déjà perceptibles sur le terrain, puisque l'assistance alimentaire était déjà parvenue, y compris l'assistance non alimentaire. Évidemment, il y a des gaps qui restent à combler. Du côté de Bosso également, des instructions ont été données pour que immédiatement soit acheminée en direction de ce site l'assistance disponible à Difa.
Nous avons également décidé de renforcer les capacités du dispositif local de gestion de cette crise humanitaire, aussi bien en ressources humaines, en ressources matérielles que financières. Et je pense que c'est des engagements qui ont déjà en partie commencé à être exécutés, puisque une mission du comité régional s'est rendue à Ngigimi pour renforcer le comité départemental, pour l'encadrer, pour l'épauler à mieux gérer la situation à laquelle ils font face. Nous avons également décidé d'arriver à Niamey, de créer une cellule de crise qui a permis déjà de réfléchir et de mettre en place une stratégie claire pour la gestion de cette situation. Donc désormais, nous savons ce que nous devons faire. Ces populations qui sont arrivées, il y a des camps provisoires qui sont actuellement occupés pour apporter l'assistance d'urgence à ces populations, le temps de s'organiser pour, en particulier, de préférence, les acheminer dans les camps qui sont aménagés à cet effet, notamment à Kabelawa, à Sayam et à Goudoumaria. Mais nous disons bien que, dans un premier temps, les sites provisoires ou temporaires de Megana en Ngigimi et de Jani sont effectivement des sites provisoires où nous devons pendant au moins un mois songer à nous occuper, apporter l'assistance d'urgence à ces populations et les stabiliser. D'ici là également, tous ceux qui ont envie de rentrer, de continuer dans leur terroir d'origine, nous pourrons prendre les dispositions, ce qui est déjà en cours d'ailleurs, pour les convoyer en direction de leur territoire, de leur terroir d'origine. Le Premier ministre Brigitte Raffini a par ailleurs présidé une réunion du comité interministériel sur la méningite et la maladie à virus Ebola. L'objectif est de faire la situation de la méningite dans notre pays et celle d'Ebola sur le plan national et sous-régional. Nous y reviendrons demain. Cérémonie de remise des copies figurées des lettres de créance ce matin au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. La ministre Kane Aïchatou Boulama a reçu les copies des lettres qui accréditent Kodio Lougué en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burkina Faso auprès de la République du Niger. De la Palestine au Niger avec résidence à Abuja au Nigeria. Cet après-midi, Mme Kane Aïchatou Boulama a reçu les lettres de Dr Béla Marton, ambassadeur de la République de Hongrie au Niger, et Idriss Ismaël Fralala, ambassadeur du Soudan dans notre pays, et enfin M. San Nassamou Malunga Assebigi, ambassadeur de la République du Ghana au Niger.
À l'intérieur du pays, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui a entamé depuis hier une mission de travail dans la région de Difa, a rencontré ce matin l'ensemble des forces de défense et de sécurité. À son arrivée, le général de brigade Hiro Umaru a été accueilli par le commandant de la zone de défense numéro 5. Compte rendu Abdraman et Abdraman Boukaj. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, qui voyage à la tête d'une délégation composée de hauts responsables militaires relevant de son cabinet, a été à sa descente d'avion accueilli par le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel-major Moussa Salobarmou, entouré pour la circonstance des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité intervenant dans la région de Difa avant de passer en revue un détachement militaire de la section antiterroriste des forces armées nigériennes qui lui rendait les honneurs, puis salués par les officiers et sous-officiers en poste dans la zone de défense numéro 5. Le rapport tenu ce matin à la place d'armes du 52e bataillon interarmes de Difa sous un protocole purement militaire a été donc l'occasion pour le général de brigade Hiro Umaru de situer d'abord aux officiers, sous-officiers, hommes de rang des différentes unités des forces de défense et de sécurité réunis autour de leurs chefs respectifs les motifs de son déplacement qui intervient en prélude à la grande Fatia qui sera organisée demain 8 mai dans toutes les garnisons du Niger pour le repos éternel des âmes des soldats tombés sur le champ d'honneur suite aux récents événements survenus sur l'île de Karamga. Aussi, prier pour le retour de tous les portés disparus. Le général de brigade Hiro Umaru, qui s'est par la suite apaisanti sur le contexte sécuritaire actuel qui prévaut dans la région de Difa, a saisi cette opportunité pour inviter ses vaillants soldats à plus de courage, de détermination et de bravoure face au travail qui reste encore à accomplir dans la guerre engagée contre les sanguinaires de Boko Haram. Nous avons pris l'engagement, le serment, jusqu'au sacrifice ultime de défendre notre patrie. Donc il nous appartient à tout prix, quel que soit le prix, de tenir sur le front. Ça va épargner d'autres vies. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déjà déployés là-bas, qui ont fait la ceinture et qui sont peut-être en contact avec ces gens-là. Donc Dieu merci. Et nous n'avons pas d'autre choix que de combattre pour permettre à notre population d'être en paix et en sécurité, à garantir la sécurité de leurs biens pour assurer un bon développement de notre pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous y tiendrons, quel qu'en soit le prix, jusqu'au sacrifice ultime. La fatia qui s'en est suivie pour le repos éternel des âmes des soldats tombés sur le champ d'honneur a par la suite donné place à une rencontre qui a regroupé autour du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, l'ensemble des cadres militaires de la zone de défense numéro 5. Restons à Difa où le comité régional de crise s'est réuni hier pour évaluer la situation des personnes déplacées dans les îles du lac Tchad. C'est le gouverneur Yacoub Gao qui a présidé cette réunion. Explication Amadou Hassan et Harouna Sanda. Cette réunion a regroupé autour du gouverneur de la région de Difa, le président du conseil régional, la secrétaire générale adjointe de la région, les préfets, les maires ainsi que les membres du comité régional de gestion de crise. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer la situation des personnes déplacées dans le lit du lac Tchad afin de relever les défis. Rappelons que cette situation a occasionné la visite avant-hier dans la région de Difa du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini afin de s'enquérir des conditions de vie de ces personnes. En ouvrant les travaux de cette réunion, le gouverneur Yacoub Soumana Gao a tout d'abord remercié les participants pour leur présence effective avant de faire un bref rappel de la situation dans les différents sites d'accueil. Nous avons vu qu'il y a au moins 116 villages touchés, dont 74 au niveau du département de Guingimi et 42 villages au niveau des îles du département de Bosso. Les populations concernées, il y a 13 000 au niveau de Bosso et 12 700 à Guingimi. À la date d'hier, à 18h, 9 149 personnes ont été acheminées de Bosso et de Guingimi à Difa
et 5 398 ont pu être acheminés à la frontière en direction du Nigeria. Nous avons présentement au niveau de la MJC 3 751 personnes qui attendent d'être acheminées. Au niveau de Gingimi, nous avons 4 300 personnes et au niveau du site de transit de Gingimi. Donc nous avons demandé aux membres du comité de nous faire la situation des activités minées qui se résume comme suit. Il y avait eu des réunions d'évaluation de la situation du début du déclenchement de mouvement des populations des îles vers Gingimi et Bosso. Le comité aussi a eu à faire l'estimation des besoins. Ensuite, il y avait eu le préenregistrement par les forces de défense et de sécurité. Après le préenregistrement, il y a l'accueil et l'installation par les comités sous-régionaux de Gingimi et Bosso. Après l'installation, il y a la prise en charge, que ce soit en matière de restauration et en matière de santé. Il y avait eu des médecins qui ont été placés au niveau de différents sites. Il y a la protection et ensuite, en dehors de la protection, nous pouvons parler de l'acheminement de ces déplacés, ceux qui désirent aller directement au Nigeria. Les comités sous-régionaux ont fait le transport, ils ont organisé le transport de ces populations vers Difa et de Difa vers Gaïdam à la frontière du Nigeria. Voilà en gros les activités menées. Maintenant, nous nous sommes fixés comme objectif de faire des déplacements au niveau de Gingimi et de Bosso pour appuyer les comités sous-régionaux et ensuite identifier les sites définitifs pour installer ces populations. Et nous revenons maintenant pour une dernière opération de recensement. À cette occasion, les membres de ce comité ont tour à tour pris la parole pour apporter des éclaircissements et leur contribution en vue de solutionner les problèmes engendrés par le déplacement de cette population. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'Europe, la délégation de l'Union européenne au Niger a organisé ce matin à Niamey une conférence débat sur la thématique principale qui est l'accès à la justice pour tous. Le point avec Jouari Issaka et Issouf Suleiman. La délégation de l'Union européenne au Niger, à travers cette conférence, a créé un cadre d'échange et de discussion sur des problématiques relatives au développement du Niger et les différentes actions d'aide au développement que l'Union européenne mène au Niger. Donc accès à la justice pour tous, donc ça sera le premier thème de la conférence. La justice est un pilier, vous savez, de la démocratie. Et dans ce cadre-là, donc vous savez que l'Union européenne et ses États membres, parce que les États membres de l'Union européenne sont aussi représentés, donc soutiennent également ce secteur. Donc nous, par rapport dans le cadre du programme du PAGED, et nous soutenons notamment la mise en place de l'assistance juridique et judiciaire à travers donc l'Agence nationale d'appui juridique et judiciaire. Et je crois que les défis sont nombreux. Donc vous savez que le Niger est un pays qui fait des efforts importants, donc avec notre soutien. Les appuis de l'Union européenne au Niger sont diversifiés et perceptibles. Les appuis de l'Union européenne au Niger sont variés et multiformes. Les plus significatifs concernent le développement rural, l'appui budgétaire, l'hydraulique villageoise et pastorale, le développement local, la bonne gouvernance et le renforcement de l'état des droits. Ces mêmes actes d'intervention constituent l'ossature des interventions prévues au titre du 11e FED et se résument essentiellement à une réponse aux préoccupations de notre gouvernement pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 et l'initiative des 3 N de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger. Cette conférence a été animée par 4 conférenciers et les thèmes suivants ont été débattus. L'assistance juridique et judiciaire au Niger, défis et opportunités de la sécurité alimentaire au Niger, la coopération Union européenne-Niger face aux défis de la sécurité alimentaire. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de lancement de la préparation du document du projet intitulé «
améliorer la GIR, la gestion et la gouvernance sur la base de la connaissance du bassin du fleuve Niger et du système aquifère d'Ulmenden, Taoudeni, Tanzanourfat. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a ouvert les travaux en présence notamment des membres de l'ADN et des partenaires. Kadir Zada et Bachir Rabo, précision. La présente cérémonie marque le lancement de la formulation du projet Améliorer la GIR, la gestion et la gouvernance fondée sur la connaissance du bassin du Niger et du système aquifère d'Ulmenden, Taoudeni, Tanzerou, communément appelé projet ITAS. Une bonne gestion de l'eau est cruciale pour le développement des pays et l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres qui sont généralement désavantagés, entre autres, en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le présent atelier de lancement est l'occasion de présenter aux participants la fiche d'identification du projet ITAS adopté par le FEM ainsi qu'il en ait une compréhension, afin qu'il en ait une compréhension claire et qu'il s'approprie les différents éléments du cadre logique proposé. Il s'agira également d'apporter, si nécessaire, des détails additionnels en vue d'ajuster son contenu en actualisant ou en complétant les informations et données qui y figurent. Donc, le représentant du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a saisi cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué au montage du projet et à accompagner les États membres de l'ABN dans leur noble et exaltante mission. Le présent atelier technique marque donc le démarrage de la phase préparatoire pour le développement du document de projet. C'est dans le souci de transparence et surtout de participation active des acteurs que nous avons jugé utile, en liaison avec les partenaires techniques et financiers, de vous convier à la réflexion devant permettre la formulation du document programmatique de ce projet. Le délai imparti à l'exercice est très serré, car le document du projet devra être soumis à l'approbation du FEM plus tard en septembre 2015. Un enjeu extrêmement important devient la construction de mécanismes de concertation pour une meilleure formulation des politiques de gestion d'un tel système à la fois intégré et combiné et devrait s'accompagner à la fois de la formation des parties prenantes et d'un cadre juridique. Un cadre juridique donc institutionnel incitatif d'une coopération auto-centrée sur au moins 7 pays. La Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, l'Algérie, le Bénin, la Mauritanie. Ainsi, le projet fait ainsi entrer l'ABN et l'Observatoire du Sahara et du Sahel dans un axe spécifique d'étude, à savoir gérer l'eau en tant que responsabilité commune par-delà des frontières géographiques et sociales. Il faut enfin noter que ce projet était conçu pour créer au niveau de l'espace ABN un environnement favorable à l'émergence d'une bonne gouvernance des ressources du bassin du Niger.